Aujourd'hui en studio avec nous, Jean-Pierre Fabre, président du parti l'Alliance nationale pour le changement ANC, également maire de la commune du Golfe 4. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais tout de suite, nous allons parler de beaucoup de choses au cours de cette émission. Nous parlerons surtout alors de la révision constitutionnelle qui est en cours, bien sûr. Chez mes amis confrères, confrères également dans ce studio avec moi poseront des questions puisque ce débat sera mené avec nous tous qui sommes dans ce studio. Alors, Monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est vrai que déjà le 25 mars dernier, on se souvient alors de ce vote au niveau de l'Assemblée nationale où 89 députés ont dit oui à une nouvelle constitution togolaise. Et cette constitution, bien sûr, nous bascule alors dans un régime parlementaire. Nous étions dans un régime semi-parlementaire, il faut préciser, bien sûr, semi-présidentiel, j'allais dire, il faut préciser cela. Alors, justement, c'est pareil au même, bien sûr. Dans la Constitution, c'est ce qui a été écrit. Justement. Alors, c'est vrai que cette constitution a été envoyée alors au président de la République. Le vendredi dernier, le président de la République qui a renvoyé cela à l'Assemblée nationale pour une relecture. Comment vous avez accueilli cela? La nouvelle de la volonté du chef de l'État de faire relire la Constitution par les députés, par l'Assemblée nationale. Mais je crois que vous allez un peu vite. On a le temps, on va parler de la manière dont les choses se sont déroulées. Nous avons été informés de ce que la commission des lois était en train d'examiner une proposition de loi de révision constitutionnelle initiée par des députés de l'Assemblée nationale. Nous avons réussi à nous faire procurer le texte. Nous avons organisé une conférence de presse, je crois le vendredi 15 mars dernier, pour dire tout ce que nous pensons de la procédure. Nous n'avons pas du tout envie, à l'époque où nous avons organisé la conférence de presse, et maintenant, de parler du fond du problème. Le problème n'est pas le fond. Le fond, c'est-à-dire se mettre à évaluer les bienfaits ou les méfaits du régime parlementaire ou les avantages et les inconvénients du régime semi-présidentiel, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est la procédure. C'est l'examen en catimini d'une proposition de loi de révision constitutionnelle. Nous savons très bien que c'est le régime qui se cache derrière ces députés. Mais la procédure, vous avez un texte voté par les députés de l'Assemblée nationale. Ce texte, ou la procédure, plutôt, viole des dispositions de la Constitution. Les dispositions sont claires. Ce n'est pas des choses à interpréter de manière acrobatique, c'est direct. Vous avez l'article 52 qui dit que l'Assemblée nationale sortante, soit par fin de mandat, ou soit par dissolution, reste en place jusqu'à l'installation de son successeur. Bon, ça c'est ce qui se passe un peu partout, pour les pays normaux. Mais le Togo est un pays malade depuis très longtemps. Ça fait longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme. Si, vous savez, si vous me suivez, le thème de ma campagne, la campagne présidentielle de 2010, ça fait déjà 14 ans, j'ai dit, le problème du Togo, c'est quoi? C'est le refus de l'état de droit. L'inexistence de l'état de droit. Vous ne pouvez pas être dans un pays refusé d'être, c'est ce qu'on appelle chez les Anglais, the rule of law. Vous ne pouvez pas prétendre faire la démocratie et refuser
de vous soumettre à la loi. C'est le problème fondamental du Togo. Bon, on va ajouter l'armée, etc. Donc, je reviens à la question. Violation de l'article 52. Parce que les explications acrobatiques que l'on donne, évidemment, ça ne peut satisfaire personne. On dit, ça reste en place. Vous savez, vous avez un mandat. Le mandat a un délai. Vous avez 5 ans. Hors du mandat, vous perdez toutes les prérogatives attachées au mandat. Mais ça n'a pas été signifié. Mais on n'a pas besoin de le dire. C'est dit. Vous n'êtes plus, vous êtes hors mandat. Donc, première chose, je parle de l'article 52, je devrais d'abord dire, premièrement, est-ce que une assemblée qui est hors mandat, c'est-à-dire son mandat est terminé depuis à peu près, on va dire 2 mois, 3 mois, est-ce que cette assemblée conserve les prérogatives de hors mandat? Non. Parce que les prérogatives sont attachées au mandat. Plus de mandat, plus de prérogatives. Donc, les explications qu'on nous donne des juristes qui font pitié, parce qu'ils doivent défendre une position, vous perdez les prérogatives attachées au mandat lorsque le mandat est expiré. C'est fini. Vous pouvez être là, mais vous n'avez plus les prérogatives du mandat. Le mandat, vous légiférez, vous contrôlez l'action gouvernementale. Vous ne pouvez plus. Vous expédiez les affaires courantes, comme on dit chez les gens normaux. Alors, dans les affaires courantes, qu'est-ce qui doit être dedans? Quelles sont les prérogatives alors qui sont dedans? Ce ne sont pas, c'est pas légiférer, ni surtout de faire changer de constitution et de régime à un pays. Vous croyez que le problème du Togo, c'est le régime? C'est la nature du régime. Que ça soit parlementaire, semi-présidentiel ou présidentiel, vous croyez que le problème fondamental du Togo, c'est le régime? Non! Je viens de vous le dire. Le problème du Togo, c'est la gouvernance. Vous pouvez être en régime parlementaire ou être en régime semi-présidentiel ou présidentiel. Si vous ne respectez pas la loi, vous avez un problème. Donc le problème n'est pas le régime pratiqué. Et d'ailleurs, le régime pratiqué au Togo, qui l'a laissé fonctionner, on ne le laisse pas fonctionner. Ce que j'appelle des coups de boutoir, des coups de force et des coups d'État. C'est ce qu'on fait au Togo depuis toujours. Et donc, après, vous venez nous dire que, en raison de la nature du régime, le pays ne fonctionne pas bien. Nous sommes d'accord avec vous que le pays ne fonctionne pas bien. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en régime semi-présidentiel ou en régime présidentiel ou présidentialiste ou en régime purement parlementaire. Nous serons dans un régime parlementaire que tous les problèmes évoqués se poseront. Donc, qu'on n'essaye pas de tromper les gens. Donc, la procédure, on n'est pas en le régime, on n'est plus dans le mandat. Le mandat est passé. Et donc, on n'a pas la prérogative alors de non, changer. Les prérogatives attachées au mandat sont terminées. Les prérogatives sont attachées au mandat. Mais quand même, nous regardons autour de nous. Faisons appel à la jurisprudence sénégalaise. Dans la constitution sénégalaise, il y a le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'est pratiquement la même chose. Mais quand le président Macky Sall a voulu organiser des élections en dehors du mandat, c'est-à-dire en dehors du 2 avril, la Cour constitutionnelle, qui est normale, Conseil constitutionnel chez eux, le Conseil constitutionnel sénégalais a dit, vous ne pouvez pas, vous pouvez agir à l'intérieur du mandat. Mais à l'extérieur du mandat, passé le 2 avril, vous ne pouvez plus rien faire. Il a accepté.
Ici, on essaye de dire, bon, il y a l'article 52, on essaie de dire qu'il peut être là. Mais quand les gens réfléchissent un peu, on a dit, l'Assemblée nationale sortante, soit par fin de mandat, ou soit par dissolution. Supposons que c'est l'instant que le chef de l'État dissolve l'Assemblée nationale. L'Assemblée, dont le mandat est terminé, va dire, mais Monsieur le Président, je suis toujours là. Je peux même changer la Constitution sur la base de laquelle vous avez dissous. Non, raisonnons un peu. D'accord. Ne nous amusons pas dans cette... Non, je n'ai pas terminé. Oui, d'accord, allez-y. Il y a encore l'article 59 qui dit que on ne peut pas... Attendez, je vais même vous lire pour ne pas... article 59. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Que par voie référendaire. Est-ce qu'on a changé le mandat du chef de l'État? Oui. Est-ce qu'on a changé les choses? Oui. On dit ça ne peut être fait que par voie référendaire. C'est-à-dire qu'il faut organiser un référendum. Oui. Ça ne peut être fait que par voie référendaire. Vous pouvez avoir les 4/5. Vous voyez, vous pouvez disposer de la majorité qualifiée des 4/5 pour faire ce que vous voulez. Mais cette disposition-là, vous ne pouvez la modifier que par voie référendaire. Est-ce que c'est difficile de comprendre ces choses? Nous ne voulons pas comprendre parce que nous baignons dans la culture de la violation permanente de la loi ou de la Constitution. Laissez-moi 2 minutes pour que j'étaye ce que je suis en train de dire. D'accord, rapidement. Nous baignons dans la culture permanente de la violation de la loi. La culture de la violation de la loi de la Constitution. Vous avez... vous prenez... Je vais prendre quelques exemples. Moi qui vous parle, ça fait 11 ans que je suis inculpé. Quelle est la loi qui prévoit qu'on peut inculper quelqu'un pendant 11 ans? Aucune. Ceux qui étaient avec moi, les US à Javon, tout ça, ils ont bénéficié de non-lieu. Tous les militants de l'ANC qui étaient impliqués dans cette affaire, impliqués en griffe, aucun. Moi, je suis toujours inculpé. Ça fait 11 ans. Il y a des gens qui ont fait 5 années de prison sans être jugés, qui ont été relâchés sans jugement. Parce que j'ai dit, si on ne les relâche pas, je ne vais pas aux discussions. Et le président du Ghana m'a téléphoné pour dire, Monsieur Fabre, s'il vous plaît, venez aux discussions. Si on ne les relâche pas le lendemain ou le jour même, vous pouvez quitter les discussions. C'est ce que j'ai fait. Ils ont été libérés au cours des discussions de 2018. Ouais, 5 années. Ils sont toujours sous contrôle judiciaire. Moi, mon contrôle judiciaire a été sauté. Je suis toujours inculpé. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Nulle part dans le monde. Nous avons dit ça partout. Mais, je dis, je vais vous donner un autre exemple qui concerne ma fonction de maire. Nous avons pris, comme la loi nous y autorise, une délibération portant adressage de certaines voies de Lomé. Nous avons changé les noms, etc. Tout à fait. Le lendemain, le ministre de l'administration territoriale sort une note au maire, ça veut dire de Lomé jusqu'à Sinkassé. Et il dit, ce qui s'est passé là et tout ça, c'est nul et de nul effet. Il l'a fait en violation de la loi. Je vous ai amené ici la loi portant, et je vais vous lire la loi. La loi sur la décentralisation. La décentralisation, voilà.
Article 78. L'annulation des actes des autorités locales relève de la compétence du juge administratif sur saisine de l'autorité de tutelle. Ça veut simplement dire ce que le ministre aurait pu faire, c'est de saisir le juge pour dire le maire Fabre a pris une décision. C'est même pas le maire, c'est le conseil municipal. C'est ce qui est grave. C'est une délibération du conseil municipal que le ministre prétend annuler par note. Ça veut dire on ne respecte pas la loi. Dernier exemple. C'est quotidien, c'est tous les jours. On peut multiplier les exemples à loisir. Mais je donnerai un troisième exemple. Vous savez, c'est toujours bon de dire 1, 2, 3. Troisième exemple. J'ai été invité, je crois, en juillet de l'année dernière, à une reconnaissance de chef de quartier. Moi, maire, j'ai été invité à... Évidemment, je n'y suis pas allé parce que c'est ma compétence. Vous voyez, je vais vous lire l'article 13. L'article 13 de la loi loi relative à la chefferie traditionnelle, décret numéro tant. Procédure de reconnaissance du chef traditionnel. Le chef de canton est reconnu par décret en conseil des ministres. Le chef de village est reconnu par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur rapport du préfet. Le chef de quartier est reconnu par arrêté du maire. Ça veut dire, moi, qui dois prendre l'arrêté pour reconnaître le chef, je suis invité à venir assister à la reconnaissance par le préfet et le ministre de l'administration territoriale. Je ne suis pas allé, et le lendemain, parce que j'ai attendu que ça se passe, j'ai écrit au ministre pour dire ce qui s'est passé est nul et de nul effet, c'est une violation de la loi. D'accord. Donc, dans notre pays, ce qui se passe là est tout à fait normal. On ne respecte pas la loi. On ne respecte pas la loi, c'est la pratique de notre pays. D'accord. Sam Djabo, vous avez une question? Oui, alors moi je pense que le maire de Golfe 4, il a fait un bon développement en ce qui concerne les articles 58 qui devraient mettre sur pied ou bien qui devraient permettre aux députés de continuer, mais les limites qu'il fallait, 52 plutôt, les limites qu'il ne fallait pas franchir. Alors moi je suis d'accord qu'on dise que le Togo est malade de la mauvaise gouvernance, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi et tout. Et concrètement, au niveau de l'ANC, qu'est-ce que vous reprochez à ce document? Parce que vous dites que vous avez pris connaissance du document, la nouvelle constitution, vous l'avez parcouru, mais vous évitez d'aller dans le fond. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pouvez apporter votre expertise ou vos propositions pour que ce test-là puisse être amélioré? Vous n'allez pas m'entraîner dans un débat que je ne veux pas. J'ai lu l'exposé des motifs et je dis c'est une énorme blague. C'est du verbiage. Vous savez, un exposé des motifs qui fait 6 à 7 pages, ça veut dire vous n'arrivez même pas à vous convaincre du bien fondé de votre action. Et vous parlez, vous bavardez. On a dit, la jeunesse veut le modernisme. Et le régime moderne, c'est le régime parlementaire. Mais je vais vous dire une seule chose. La jeunesse, elle n'est préoccupée que par une seule chose. Et c'est quoi? Elle est préoccupée par l'emploi. Des jeunes sans emploi. Vous voulez qu'ils soient préoccupés par quoi? Vous ne respectez pas la loi et vous pensez que des gens, des hommes d'affaires, vont venir risquer leur capital dans notre pays, alors que la justice est inféodée au pouvoir. Mais vous trompez le peuple et vous voulez tromper la jeunesse. La jeunesse, la seule chose qui les intéresse, si vous voulez
que la jeunesse vous suive. Créez le cadre dans lequel les hommes d'affaires viennent, se sentent à l'aise pour apporter le capital nécessaire à l'investissement. Mais si vous ne respectez pas la loi, personne ne viendra risquer son investissement ici. C'est la raison pour laquelle vous pouvez parler. Vous croyez que c'est l'État qui crée les emplois? Sinon, on créerait des emplois par décret. Non. Oui, mais c'est vrai que les initiateurs, lors de cette proposition, disent qu'ils veulent adapter ce test alors à nos réalités. Justement, est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison? Excusez-moi. Ce sont des choses qui sont sorties il n'y a pas longtemps de l'esprit de gens qui veulent utiliser notre pays comme terrain d'expérimentation. Nous servons à peu près de cobayes à des gens. Moi, je ne veux pas critiquer leur bonne foi, le Mansa et toutes ces choses. Moi, on ne m'apprend pas ce que c'est que panafricanisme. Je suis né panafricaniste. Je suis né togolais authentique. Vous en êtes fier? Très. Vous allez chez nous, vous verrez là, le poster de Sylvanus Olympio, toutes ces choses. On ne court pas après le panafricanisme. C'est comme dirait, je sais pas, Ole Soyinka, il va pas crier sa tigritude, le tigre. Moi, je ne crie pas mon panafricanisme. Je le suis de la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, c'est bon, c'est beau de se dire panafricain. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je le suis sans le crier. Moi, vous pouvez être étonné. Je suis d'un grand-père blanc. Mais raison de plus pour être même plus panafricaniste que les Noirs. Vous savez, Jerry Rollins, son père est blanc. Pas plus panafricain. Ouais. Donc, ne voyons pas la couleur de la peau pour dire ces choses. Je suis panafricain. D'accord. Donc, vous dites, je dois aller. Je dis non. Je vous prie de ne pas chercher à m'entraîner. Je dis, la procédure, elle est viciée. Oui, moi je parlais plutôt des réalités de nos pays. Oh non, les réalités, c'est quoi? Les réalités, on peut écrire, on peut faire. Qu'est-ce qui empêche, si on est si sûr de soi, de mettre le sujet en débat? On pose le problème aux Togolais. On met le sujet en débat. On en débat de longs mois pendant... Vous savez, la Constitution de 92, c'était un débat public. Je me souviens, j'envoyais à une interview de Gnassingbé Eyadema, feu Gnassingbé Eyadema, par il était directeur de la télé, je crois à l'époque, Tchatchibara. Il a dit, le sujet était en débat. Il a dit, moi je ne suis pas d'accord avec tel article, tel article, tel article. Si on ne l'enlève pas, je ne vais pas promulguer. Ça a été enlevé. Donc, si on était si sûr, ça correspond à nos réalités. Nous allons le voir. Nous allons dire, ah là là, ça, on a beau dire, cette constitution, elle colle à nos réalités, elle fait ceci, elle fait cela. Mais nous qui connaissons notre pays, nous savons que le Togo ne souffre pas de la nature de son régime politique. Le Togo souffre du refus de respecter la loi. Le Togo souffre de la malgouvernance politique, économique et toutes ces choses. D'accord, merci beaucoup. Isidore Kolo a une question pour vous. Oui, Monsieur le Président, maire, vous nous avez dit que vous avez eu l'exposé du motif. Jusqu'à présent, nous, je ne sais pas quel journaliste peut se prévaloir connaître le test qui est renvoyé en relecture. Est-ce que vous, avec vos connaissances, vous avez pu avoir connaissance, vous je vais posséder ce test
qui pour nous est resté en catimini. J'avoue que malgré nos efforts, nous n'avons pas pu entrer en possession du test tel que amendé en commission, amendé certainement en plénière et examiné. Donc ce test, je crois que même des députés UNIR n'en connaissent pas le contenu. Ah bon? Mais est-ce que c'est possible ça? C'est grave. C'est possible au Togo. Puisque ça a été discuté, ça a été discuté en commission, ça a été discuté en plénière. Est-ce que vous croyez qu'il suffit d'aller en plénière pour s'approprier le contenu d'un document important? Non, il faut le lire. Même le test, il n'appartient pas aux seuls membres de la commission. On peut, en n'étant pas membre de la commission, en toute humilité, j'ai été député, donc je peux en parler, sans être membre de la commission, on peut participer au débat de la commission. Donc, écoutez, je reviens à la préoccupation de M. Sam Djobo. Et le contenu, il n'est pas très connu. Il colle aux réalités, il ne colle pas aux réalités, c'est eux qui le disent. On le connaît, on ne le sait pas beaucoup. Vous savez, nous qui avons un peu de culture politique, en toute humilité, ils n'ont rien inventé. Mansa n'a rien inventé en parlant de président du conseil du gouvernement, président du conseil des ministres. Mais attendez un instant. Oui, pourquoi vous parlez de Mansa? Mais parce qu'on a fait des recherches. Les termes utilisés viennent de la bouche des membres de Mansa. Oui, il faut chercher. Alain Foucault, ça. Je ne veux pas doiter quelqu'un, indiquer quelqu'un, mais c'est qui ont parlé de toutes ces choses. Mais le président du Conseil des ministres, ça se pratiquait en France, 3e République, 4e République. Et on a même dit que c'est un régime, c'est pour lutter contre l'instabilité. Mais et pourtant, ce régime parlementaire est le régime le plus instable au monde. l'Italie. Italie, Israël, tous les pays, la France, dans les années 30 à 40, les régimes. Pourquoi la 5e République? C'est pour mettre fin à l'instabilité gouvernementale. Les régimes tombaient. Vous savez, le président Mendes France, il n'a pas fait. Il a fait 7 mois. Ou 9 mois, je ne sais plus. Mais il n'a pas fait 1 an. Régime parlementaire. Président du Conseil. Il a été président du Conseil. Il a fait 7 mois. Non, je vais vous dire une chose. C'est un subterfuge. La procédure là, c'est juste pour que M. Faure Gnassingbé, venons-en au fait, que M. Faure Gnassingbé, qui va devenir président du Conseil des ministres, s'éternise au pouvoir, soit au pouvoir ad vitam aeternam, parce que il n'y a plus de limitation de mandat. C'est pour faire échapper par les tenants de l'exécutif. C'est pour qu'ils échappent à la limitation du mandat. Donc, j'ai entendu dire que comme Mme Merkel, comme le chancelier Kohl, etc., dès que vous êtes élu, vous êtes là. Votre mandat est renouvelé. Il n'y a pas de limitation du mandat pour le véritable chef de l'exécutif qu'est le président du Conseil des ministres. D'accord. Voilà, Monsieur Jean-Pierre Fabre, il y a Eric Johnson qui a une question pour vous. Oui. Eric. Oui, Eric Johnson. Oui. Ah, je connais un Eric Johnson. Je ne connais pas lui. Ah, d'accord. Il est journaliste. C'est ça, Sosie. Alors, dans l'entame de vos propos, vous avez dit, Monsieur le Président,
Vous avez parlé en réalité de la légitimité de cette législature pour modifier la Constitution. Et pourtant, on a eu ce cas ou ces cas à la 4e et à la 5e législature. Vous vous rappelez de leur durée? La durée de la 4e législature et de la 5e législature. Ouais. Par rapport à la 6e législature aujourd'hui, vous voyez, est-ce que les lois qui ont été votées par ces deux législatures à la fin de leur mandat ne sont pas des lois qui sont appliquées dans la République? C'est ma première question. Ma deuxième question, vous parlez de la jeunesse qui veut la modernité, bien sûr. Mais vous nous avez ramené à des années-lumière pour expliquer quand même que au Togo, on ne respecte pas le droit, il n'y a pas de respect d'état de droit, etc. Et vous avez pris surtout vos propres exemples pour étayer ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que aujourd'hui le débat se trouve à ce niveau concrètement? Parce que nous avons, quand l'animateur a lancé l'émission, c'est pour qu'on parle de la nouvelle constitution qui a été votée par les députés. Alors, je voudrais juste vous demander si on doit rester dans cette logique-là, parce que ceux qui défendent cette nouvelle constitution aussi vont vous faire des démonstrations qu'aujourd'hui qu'il y a un état de droit. Ma troisième question concerne votre participation ou non à l'installation de chefs de quartier. Je pense que vous n'y étiez pas et pourtant vous avez envoyé des représentants. Si ma mémoire est très bonne par rapport à ça, parce que, comme vous avez lu, j'ai cherché à comprendre pourquoi le maire ne s'est pas présenté à l'installation d'un chef de quartier. Et j'ai compris ce que vous venez d'expliquer. Et là, c'est là où j'ai appris que, néanmoins, vous aviez envoyé un représentant. Voilà. D'accord. Monsieur le Président. Bon. De manière rationnelle, je vais commencer par la fin du questionnement, pour remonter. Je crois que vous êtes mal renseigné. Merci. Je ne suis pas allé, je n'ai pas envoyé de représentant. C'est moi qui suis invité. On ne m'a pas demandé de me faire représenter. Donc je n'ai envoyé aucun représentant. Et j'ai pris la parole une semaine après, au cours d'un meeting, où j'avais eu la chance de voir des chefs. Et je leur dis, ce qui a été fait la dernière fois est nul et de nul effet. Je vous le dis à vous, parce que certains ont bénéficié de cela, de décisions illégales du ministre et du préfet. Les chefs de quartier étaient là. Certains n'étaient pas très contents. J'ai dit, ce coup, votre nomination ou je ne sais pas quoi, c'est nul. Je le dis parce que je vous aime bien. J'ai écrit au ministre pour qu'il rectifie cela. J'ai écrit au ministre pour dire ce qui s'est passé est une violation de la loi. Évidemment, je ne pouvais pas y aller. D'accord. Donc, ça c'est le dernier point. Le dernier point. Le deuxième, donc je remonte. D'accord. Le deuxième, c'est, vous dites, il y a eu des prolongations du mandat de l'Assemblée nationale. Et pendant ces périodes-là, l'Assemblée a légiféré, a pris des tests, et que nous avons acceptés.
Je crois que votre connaissance de l'affaire est partielle, parce qu'il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions Togo Télécom en 2013. Il y a eu des discussions sous l'égide de Monseigneur Bariga. Ça, les discussions, ça permet de, je ne veux pas dire d'accepter les violations, hein, mais des discussions, peut-être, règlent certains problèmes. Des discussions. Vous savez, nous sommes tous, Monseigneur Bariga est toujours vivant. On peut se renseigner. Ceux qui ont participé à cette discussion, Pascal Bodjona, que j'ai vu encore actif il n'y a pas longtemps. Jean Kissi. Ouais, donc, il y a eu des discussions qui permettent au pouvoir de prendre des actes. Donc, ce n'est pas... Ouais, j'ai déjà entendu ça de la bouche des représentants du parti au pouvoir lors du débat de... Je ne sais pas si c'est vendredi ou si c'est samedi dernier. Vous n'étiez pas invité? Très bien comme question. J'ai eu de votre confrère Bruno Messan un message WhatsApp le jour même pour me dire que, le jour de l'émission. oui, en fait que j'ai vu le matin. J'ai une journée bien organisée, hein? Et je ne me suis pas présenté. J'aurais bien aimé aller dire ce que je suis en train de vous dire là-bas, à cette discussion. Pourquoi je le dis ici et que je ne peux pas aller le dire, et ça aurait peut-être même un meilleur effet là-bas. Non. Ces choses-là sont importantes. Il faut écrire, il faut que les organisateurs vous invitent à un café-débat, je crois. Ça a été appelé un café-débat. Venez, j'ai commencé à lire, j'ai vu Bruno, j'ai commencé à lire, puis je me suis dit, malheureusement, je ne peux pas y aller parce que mon emploi du temps ne me le permet pas. Voilà. Donc, on était en train de parler de législatives. Voilà. Voilà. Et j'ai déjà donc écouté on va dire plutôt entendu cette argumentation sur, mais oui, vous avez, il y a eu des législatures plus longues, mais vous n'avez pas. Et puis je vais vous dire une chose. Quand ces situations-là se présentent, vous avez une alternative. Y aller aux élections ou ne pas y aller. D'accord? Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas y aller, eh bien, vous n'y allez pas. Nous avons fait les deux. Donc, je vous dis, comme aurait dit quelqu'un, comparaison n'est pas raison. Et donc, ça aussi, ce n'est pas une bonne argumentation pour défendre le fait qu'on examine en catimini, en violation de la loi, en violation de 2 dispositions de la Constitution. Je ne veux pas en citer d'autres. Mais monsieur le président, quand vous dites qu'on a pris les choses en catimini, en fait, je voudrais revenir là-dessus, puisque hier, je discutais avec Malik Natsaba, il était assis là où vous étiez et vous êtes actuellement, et il disait tout simplement qu'il y a des lois de finances, même d'ailleurs, qui ont été votées dans la nuit, dans ce pays, et aujourd'hui... Oui. Quand je dis en catimini, je ne parle pas de ça. Excusez-moi, c'est que vous ne nous lisez pas. Si vous avez lu la déclaration liminaire à notre conférence de presse du 15 mars dernier, vous aurez vu, du 15 mars, je ne dis pas donc le vote la nuit. Moi, je ne me réfère pas au vote la nuit. Nous-mêmes, on a voté la nuit à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, je ne dis pas ces choses-là. C'est pas parce que ça se dit que vous allez me le coller. Mais nous l'avons dit avant le vote la nuit. Parce que le test est examiné en catimini.
Le test a été examiné en commission en catimini. Il faut le dire. Et c'est venu en plénière. C'est venu en plénière, oui. Mais examiné en catimini d'abord. En plénière, ce n'est plus en catimini, président. Mais jusqu'à présent, personne n'a le Mais test. vous avez le Vous avez test. le test. Sam, vous avez une question. Oui, moi je me rends compte que C'est ça la catimini. je me rends compte que les confrères, notamment Eric, a posé 3 questions. J'avais Oui, une- troisième question. Oui, le bien, c'est de poser une. Il n'avait pas terminé. Oui, c'est pour cela même d'ailleurs que. Allons-y, s'il vous plaît. Parce que La deuxième question, c'est... La troisième, c'est relative à votre inculpation. Il demandait à savoir pourquoi on doit toujours revenir sur ça. Ouais, mais pourquoi je vois... Je ne reviens pas de la jeunesse qui a besoin de modernité. Ouais. Et donc, si on revient sur des trucs là, est-ce que c'est... Pourquoi ne pas revenir... Monsieur Johnson. Oui, parce que Monsieur Johnson, le débat... je suis toujours inculpé. Est-ce que je reviens sur quelque chose qui y a 11 ans? Non, je suis toujours inculpé. Je n'ai pas reçu... Un jour, j'ai rencontré Zusa Javon. Il me dit, mais tu sais, moi, on m'a appelé, puis je bénéficie d'un non-lieu. Je dis, ah bon? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il me dit, ça fait peut-être 6 mois, 1 an. Lui, mais moi, et mes autres camarades de l'ANC, on est toujours inculpés. Et eux sont toujours sous contrôle judiciaire. Donc, je ne dois pas en parler. Non, ma question, c'est pas ça. C'est en réalité, dès l'entame de votre débat, vous avez commencé par parler de la Constitution. Ouais. Nous sommes dans ce débat-là parce que vous avez dit que les choses n'ont pas été bien faites. Alors, si on doit revenir sur ce qui s'est passé il y a des années, est-ce que nous sommes encore dans le débat? Parce que pour moi, oui. Pour moi, la modernité, c'est que là, aujourd'hui, vous faites une démonstration claire et nette que les choses n'ont pas été bien faites. C'est ce que j'entendais. Vous attendiez. Non, pas attendais. C'est ce que j'entendais. Ah ouais. Ouais. Moi, je dis, nous sommes dans un pays qui a un problème fondamental. Il est malade. De qui? Il est malade de sa pratique politique. De sa pratique politique. Est-ce que vous ne voyez pas que le Togo est malade de ses hommes politiques aussi? Non, ça, ce sont des choses... vous voulez... Ça, c'est ce qu'on entend au Togo. Le Togo n'est pas malade de ses hommes politiques. Le peuple est souverain. Il juge. Il juge. Si il est malade, il jugera et puis il enverra promener ceux qui le rendent malade, ceux qui rendent le pays malade. C'est pas de ça qu'il est question. D'accord. Attendez. C'est pas de ça qu'il est question. Le Togo est malade de ses hommes politiques. Et vous savez, le Togo est malade du refus du leadership de respecter la loi. Les leaders ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Je crois que c'est comme ça qu'ils... Et vous voulez discuter de ça avec moi? Vous voulez discuter de ça avec moi? Je vais vous donner un exemple. D'accord. Mais, Monsieur Johnson, vous êtes mal tombé. Je vais vous le dire. Parce que, oui, vous avez en face de vous... Vous avez en face de vous... On est dans un débat. C'est dans un débat. Oui, je dis que... Je vais vous donner 2 exemples. Je vais vous donner 2 exemples. Rapidement, puisqu'il nous reste pratiquement 3 ou 2 minutes. 2 minutes. Oui, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple. Quand monsieur Gnassingbé et Yadema est décédé, il vivait où? Je vous pose la question à vous. Je n'en sais rien, il était au Togo. Non, vous savez très bien, il vivait au camp militaire. Tout le monde voyait comment il sortait, comment il rentrait. Il vivait au camp militaire et vous le savez. Il vivait au camp militaire. Pourquoi vivait-il au camp militaire qui est le lieu de résidence des militaires en activité? D'accord? Il vit là-bas, en violation de la loi, selon laquelle
on ne peut pas être chef d'État et être militaire. S'il vit là-bas, c'est parce qu'il est militaire. Sinon, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il viole encore d'autres dispositions. Un, pouvez-vous me dire aujourd'hui, quand M. Gnassingbé Yarema est mort, où vivait et où vit toujours Madame Gnassingbé Yarema, à qui on peut faire, en raison de son statut de femme d'ancien président, on peut faire, on peut lui donner, l'État peut lui conférer des choses. Madame Badianati. Madame, oui. Et elle peut bénéficier de statut, de prérogatives liées à son statut de femme de président. D'accord, merci beaucoup, Président. Donc, toutes ces choses sont des violations de la loi. D'accord, merci, c'est compris. Alors, Wissam, dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Fabre, il y a 2 ou 3 préoccupations qui sautent de ma pensée lorsque vous intervenez. Tout de suite, vous avez demandé à ce que le contenu de ce test-là qui vient d'être voté et renvoyé pour une deuxième lecture devrait être mis au débat. Alors, on se rappelle que déjà en 2002, vous étiez un acteur majeur de l'opposition. Si les auditeurs ne le savent pas, moi je me rappelle déjà dans les années 90, vous étiez au devant de la lutte pour la démocratisation du pays. Et en 2002, il y avait eu des élections anticipées auxquelles l'opposition n'avait pas pris part. En 2007 et en 2012, vous avez été député de la nation. En 2012, vous avez même été chef de file de l'opposition. Et pendant ces 2 périodes, 2007 et 2012, on n'a pas assisté à ce dont on assiste aujourd'hui au niveau de l'hémicycle. Alors, vous parlez de lancer le débat pour parler du contenu de ce test. Où voudrez-vous que le débat se lance pendant que vous avez boycotté les élections de 2018? Première question. Ah, d'accord. Deuxième question. Vous avez dit que le test vise à donner le pouvoir à Faure Gnassingbé pour mourir au pouvoir, pour s'éterniser au pouvoir. Alors que, selon les explications des experts, les professeurs de droit, les publicistes, les constitutionnalistes et autres, on nous dit que le président du Conseil sera élu par l'Assemblée nationale et le président de la République par le Parlement, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aujourd'hui, cela veut dire qu'au niveau du Parlement, la majorité n'est pas figée. Ça veut dire que si des partis travaillent assez ou des partis se mettent en alliance, ça peut donner le résultat que l'opposition a obtenu en 1994 avec Eden. Bien sûr, c'est dû alors à la coupure alors du courant ici, toutes nos excuses, et vous avez sans doute compris que déjà avec le temps avancé, vous, les auditeurs, vous ne pouvez plus alors vous exprimer également sur les sujets. Nous allons laisser juste le temps au président de répondre à des questions alors de Sam Diabo, puisque Sam posait certaines questions avant que la coupure n'ait lieu. Sam, vous allez terminer votre question. D'accord, merci Pascal. D'abord, la première question, je suppose que le président l'a noté. Ça concernait le cadre dans lequel il fallait débattre de la nouvelle constitution. Et je rappelais qu'en 2002, l'opposition avait boycotté les législatives. Mais en 2007 et en 2012, M. Fabre a été candidat. Il a même été chef de file de l'opposition en 2012. Et maintenant qu'il est question d'une nouvelle constitution, on se rappelle que le Togo a organisé en 2018 les législatives auxquelles l'opposition n'a pas pris part. Est-ce que le débat devrait s'organiser dans la rue ou bien c'est à l'hémicycle que le débat devrait s'organiser? C'est la première question. La deuxième question, M. Fabre a parlé de Faure Gnassingbé qui veut s'éterniser au pouvoir, d'où l'urgence de passer à un régime parlementaire. Alors qu'on se rappelle que 94, l'UTD de Edem Kodjo et le quart de Maître Yaovi Agbouibo, à eux deux seuls, avaient la majorité de députés pour gouverner si on était dans un régime parlementaire. Aujourd'hui, est-ce que M. Fabre ne pense pas qu'il faut que l'opposition travaille davantage à s'implanter sur l'ensemble du territoire national ou à défaut se mettre en alliance pour pouvoir un jour passer de statut de parti minoritaire à un statut de parti majoritaire? D'accord. La troisième question, M. Fabre fait partie de ces opposants qui sont toujours restés au pays, contrairement à ceux qui prennent la poudre d'escampette à chaque détonation de pétard. Il est toujours resté égal à lui-même. Alors, que dit-il de l'appel de Tipi Atchadam
au boycott de ces élections qui vont se tenir le 20 avril prochain. D'accord, merci beaucoup Sam Diombo. Monsieur Jean-Pierre Fabre, voici les 3 questions à vous adressées par Sam Diombo. Votre réponse? Bizarrement, je trouve toujours que les dernières questions sont plus faciles. Et donc, je vais commencer par la dernière question. D'accord, pas de souci. Monsieur Tikpi Tchadam a lancé un appel au boycott, c'est ça? Bon, je crois qu'il a un parti politique qu'il dirige, le PNP, et qui a une idée, qui a une position sur la question. Il y a d'autres qui ont des partis politiques. Et je crois qu'il faut laisser les partis politiques se déterminer librement. Et donc, il sait depuis un moment que des partis, dont l'ANC, auquel j'appartiens, ont décidé d'aller aux élections. Est-ce qu'il veut trouver une occasion par le débat actuel autour de la Constitution pour exister de nouveau? Moi, je n'en sais rien, mais je crois que son appel au boycott, en ce qui concerne l'ANC, n'a aucun effet, pour moi. Il a le droit d'appeler les autres. Bien. La deuxième question, c'est il faut travailler davantage pour s'implanter. Je parlais de ça tout à l'heure, pendant la coupure. Il y a 39 circonscriptions électorales. L'ANC a produit 38 listes pour les législatives. Il y a une seule liste qui a été rejetée, parce que il semble que le dispositif pour reconnaître la carte électorale ne reconnaît pas le numéro du candidat. Ça n'est pas de notre fait, c'est une faute de la CENI. Donc ça nous a privés de présenter la 39e liste. C'est Oti-Sud. Vous savez, vous êtes... non. Oti-Sud, c'est loin de... Loin de Sokodé. Oti-Sud, le chef-lieu, c'est Takwemba. Et j'y suis allé plusieurs fois. Il n'y a pas un seul millimètre carré de notre pays qui m'est inconnu. Bon, donc, implanter, nous faisons l'effort de nous implanter. Et nous avons fait en sorte que, à partir du moment où nous essayons d'être un parti politique national, nous sommes tenus d'avoir une implantation nationale. Donc, nous faisons cet effort. Vous avez cherché à comparer 94 de maintenant. Et c'est bien, c'est une bonne idée. Je vais vous rappeler simplement que si on veut parler de 94, je suis prêt à faire un débat avec qui le voudrait. À l'époque, j'ai publié un article dans le différend qui est intervenu entre Edem Kodjo et Abouibo. Oui, bon. Et j'ai publié un article. Lorsque je vais retrouver l'article, je crois que c'est dans le regard. On va venir ici, on va en débattre. D'accord. Maintenant, donc l'implantation, nous essayons d'être implantés sur toute l'étendue du territoire national. Mais faisons attention, lorsque nous voulons comparons des choses comparables. Le mode de scrutin de 94 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pratiquons le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, alors que en 94, c'était le mode de scrutin majoritaire, uninominal majoritaire à 2 tours. Donc, qui permet certaines choses? Bon,
Maintenant, et ce dont vous parlez relève également du découpage électoral. Les gens pensent que l'ANC ou Jean-Pierre Fabre exagère lorsqu'il s'accroche. Il souhaite que le découpage soit équitable. Pourquoi? C'est pour que cela soit conforme à l'article 5 de notre Constitution. L'article 5 de notre Constitution commence par: le suffrage est universel, égal et secret. Tout le monde sait ce que ça veut dire, suffrage universel. Ça veut dire tout Togolais ayant la capacité d'être candidat ou de voter peut voter. Ça veut dire être Togolais et avoir 18 ans au plus. Secret. Bon, secret. Bon. Est-ce qu'on s'interroge sur la signification de égal? Égalité devant le suffrage. J'ai toujours dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le poids d'un vote d'un député désigné, élu dans la Kosa ou la région de la Kara doit être égal au poids d'un député élu dans la région maritime, ce qui n'est pas le cas actuellement. Comment se définit l'égalité devant le suffrage? Les revues de droit constitutionnel, revues françaises de droit constitutionnel disent, ça se définit par une fraction dont le numérateur est le nombre de population et le dénominateur le nombre de sièges, ce qui donne le quotient de représentativité. Ça doit être égal de Lomé jusqu'à Sinkassé. Or, si vous prenez la préfecture de Zion, aujourd'hui, circonscription électorale, population 500 000, nombre de députés 4, quotient de représentativité 125 000. D'accord? Vous prenez la préfecture de Blita, population 164 000, nombre de députés, nombre de sièges 4, quotient de représentativité, ça veut dire numérateur population sur dénominateur nombre de sièges, ça fait 40 000. 40 000, vous comparez ça à 125 000. Ça veut dire, pour que 40 000 soit égal à 125 000, il faut multiplier ça. Il faut multiplier le 40 000 par 3, quelques 4. C'est une violation de notre Constitution. C'est la raison pour laquelle l'ANC dit ça ne peut pas se faire. J'ai saisi, nous avons à l'ANC saisi la Commission nationale des droits de l'homme qui a dit cette fameuse phrase. Il faut que je me souvienne. Les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes. Elles nécessitent un règlement urgent. Après avoir reconnu ça, la Commission nationale des droits de l'homme a laissé le pouvoir découper les circonscriptions comme ça a été fait la dernière fois. Je vous donne une information. Eh bien, j'ai saisi la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême. Parce que la définition, elle vaut pour tout le monde. Égalité devant le suffrage, c'est numérateur temps, dénominateur temps, quotient de représentativité, et tout ça doit être égal. Quand on le dit, c'est parce que c'est une violation de la Constitution. Mais si on me dit que la Côte d'Ivoire fait ceci, le Congo fait ceci, le Cameroun fait ceci, je dis, est-ce qu'ils ont dans leur Constitution un article 5 qui dit le vote est égal? Égal
C'est ça. D'accord. Président, je pense que le débat est passionnant. Mais non, Monsieur Diobo, attention. Monsieur Diobo a dit quelque chose. Je pense que c'est la dernière question. Non, le débat doit-il être où je dis que dans la rue, un débat dans la rue, on n'a pas dit de se battre dans la rue. Le débat doit être public. Longtemps avant que ça ne soit adopté, que ça n'aille à l'Assemblée, ou que ça ne soit soumis à référendum. Le débat doit faire peut-être 1 an dans le public. On débat. Vous invitez des gens, des experts, des hommes politiques, des professeurs de droit qui viennent ici et qui débattent tout au long d'une année. Et les gens savent ce que ça veut dire un régime parlementaire. Excusez-moi, question, Monsieur Diobo. Ceux pour qui on prétend avoir choisi le régime parlementaire, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous réponde? Oui. En réalité, ceux pour qui le régime parlementaire a été choisi, ceux-là, ils ont des mandants. Ils ont des mandants. Les mandants, c'est qui? Oui, les députés. Non, il ne faut pas confondre. Les mandataires. Non, Nous sommes les mandants. Attendez. Le député, il ne faut pas exagérer son rôle. Il ne remplace pas le peuple. Il représente le peuple. Il ramène le débat. Le peuple lui a donné le mandat. Ouais, non pas de le remplacer, de le représenter, non pas de décider à sa place. Vous devez savoir ça. Nous devons savoir ça. Le député ne décide pas à la place du peuple. Oui, mais ça veut dire déjà qu'il y a... C'est la notion de représentation. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de concordance avec ce qui se passe dans la Constitution. Quand on dit qu'avec les 4/5, une loi peut être adoptée. Ça veut dire que là... Non, on sait. Oui. On sait qu'un député normal, il retourne à sa base. Il ouvre le débat avec, comment on appelle ça, ses mandants. Et il ouvre le débat. Et lui, il est porteur. Quand vous étiez à l'Assemblée, vous en avez beaucoup fait. Amen. Exactement. Actuellement à l'Assemblée. Je pense que nous allons l'arrêter là. S'il vous plaît, nous allons l'arrêter là. Monsieur le Président, merci d'être passé dans cette émission parce que notre train est déjà est passé, avancé. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission et merci d'être venu alors répondre à nos questions. Nous allons nous donner à l'heure de pas assez de temps aujourd'hui. Oui, justement, vous en aurez. La prochaine fois, bien sûr. Alors, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Les portes alors de Canal FM sont grandement ouvertes à vous et vous pouvez également passer à n'importe quand vous voulez. Merci beaucoup, cher confrère. Isidore Kolo, merci à toi. Et Eric Johnson, merci beaucoup à toi. Et Sam Diobo, merci beaucoup à toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tobega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain à partir de 11h. Et je vous rassure que nous aurons encore un autre invité déjà demain pour s'expliquer ou pour parler alors de beaucoup de choses sur la révision constitutionnelle bien sûr qui est en cours. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Au revoir.